Bonsoir à tous ceux qui nous sont restés fidèles malgré la longévité de cette journée consacrée aux professeurs de français dans le monde. Et nous avons l'honneur et le privilège donc d'accueillir ce soir le professeur Jean-Louis Schiess. Dois-je encore présenter Jean-Louis Schiess à la communauté des professeurs de français dans le monde? Bon, je vais quand même le faire, hein, mais il est bien évident que quand j'ai annoncé ton nom, tout le monde savait très bien de qui je parlais. Donc, le professeur Jean-Louis Schiess est d'abord un ami, mais c'est surtout un professeur émérite en sciences du langage et en didactique du français à l'Université de Paris 3, bien sûr. Il a dirigé dans cette université le laboratoire Eradclec, à savoir l'équipe de recherche et d'accueil en didactologie des langues et des cultures. Il est, entre autres, un membre du comité de direction de la revue Langue française, la Rousse, et de l'Observatoire national de la lecture. Ça, c'est un axe qui le tient à cœur. L'essentiel de son enseignement et de ses travaux de recherche porte sur l'enseignement-apprentissage du français langue maternelle, seconde et étrangère, didactique de la langue, des textes et des discours, et sur l'histoire et l'épistémologie des sciences du langage, spécifiquement donc linguistique et grammaire française depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Ses thèmes de prédilection sont l'histoire de la linguistique depuis la fin du 19e siècle, Saussure, Bailly, Guggenheim, la constitution de la didactique du français langue maternelle, les relations didactiques du français langue maternelle et français langue étrangère, la conceptualisation et contextualisation en didactique des langues et des cultures, les idéologies linguistiques, dont notamment la crise du français, et bien sûr la francophonie, dont il va nous parler ce soir avec une conférence de clôture intitulée « Les débats dans et sur la francophonie des années 1880 à 2020 ». Jean-Louis, merci d'avoir accepté. La parole est à toi. Alors, merci beaucoup, Serge. Bonjour à tous, shalom. Je me réjouis d'être avec les collègues israéliens, mais pas seulement les collègues israéliens, pour cette manifestation intitulée « Israël mondialement fleu ». Et je te remercie, Serge, pour ton invitation. Je connais, tout le monde connaît ton inlassable activité dans le domaine de la francophonie et de la diffusion du français dans le monde. Alors, je ne peux pas aborder, bien sûr, dans une conférence relativement restreinte, tous les aspects de la francophonie. Je dirais aussi bien la francophonie avec un petit F, comme réalité empirique sur le terrain, que la francophonie avec un grand F, comme on dit maintenant, c'est-à-dire la francophonie comme institution, avec tous ses organismes, en particulier l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire pour la francophonie. Ce que je vais faire, c'est que, comme je l'ai indiqué dans mon résumé, poser quelques débats au long du siècle, si je puis dire, entre 1880, vous verrez pourquoi, et aujourd'hui, des débats qui ont parcouru la francophonie comme vision du monde, comme idéologie. Alors, il y a une actualité de ces débats, y compris dans le contexte français. Le président de la République française, Emmanuel Macron, a fait un discours le 20 mars 2018 à l'Institut de France à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Et dans ce discours, il a commencé par dire une chose intéressante qui était l'incompréhension feinte ou réelle des étudiants d'une université africaine à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui lui avaient fait remarquer que ce terme de francophonie était un petit peu étrange. Quelqu'un avait fait remarquer parmi ces étudiants qui écoutaient la conférence du président qu'il y avait derrière francophonie une image post-coloniale d'un président français entouré de ses homologues africains. Cette image était devant les yeux de ces jeunes auditeurs, les étudiants, alors même, il faut le souligner, que ces mêmes étudiants n'éprouvaient pas du tout de réticence face aux Français, tout au contraire. Je dois dire d'ailleurs, lors d'une rencontre à l'Élysée le mois précédent, en février 2018, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer, le président Macron avait dit, pas seulement comme une boutade, si c'est le mot francophone qui gêne,
il faudrait en trouver un autre, avait-il dit aux participants, sans que, pour autant, l'ambition de promouvoir le français et le plurilinguisme dans le monde ne s'en trouve affectée. Plurilinguisme et français dans le monde, c'était le titre du colloque qu'avait organisé au même moment l'Institut français en février 2018 et à l'issue duquel, effectivement, le président avait prononcé ce discours très important à l'Institut de France. Si je rapporte cet écho, si je puis dire, d'un moment particulier, c'est pour suggérer à propos de la francophonie ce que je pourrais appeler une dialectique du rejet et de l'appropriation, souvent les deux en même temps. Autour d'ailleurs de ce thème, on retrouve des oppositions qu'on connaît bien entre le centre, la France, et puis la périphérie, entre un ancrage français d'un côté et puis d'un autre côté ce qu'on pourrait appeler une déterritorialisation du français dans le monde. On retrouve toutes ces discussions très importantes à la fois sur la question des historicités différentes, sur la colonisation et le post-colonial, sur la mondialisation, sur les contextes spécifiques qui font par exemple que la francophonie à la française n'est pas par exemple la même que la francophonie à la mode québécoise. Et ces fameuses phonies, comme on dit désormais, la lusophonie, l'hispanophonie, que sais-je, sont évidemment très différentes entre elles, ce qui fait par exemple que francophonie, pour moi, francophone est tout à fait naturel, alors que j'ai remarqué par exemple en discutant avec des collègues anglicistes qu'anglophonie ne l'était pas vraiment, en tout cas pas au même plan, si je puis dire, que francophonie. C'est d'ailleurs ce qui illustre un rapport différent, j'y reviendrai, que les écrivains entretiennent avec l'ère linguistique et culturelle francophonie et avec l'ère linguistico-culturelle qu'est l'anglophonie. Évidemment, réfléchir à la place du français dans le monde, c'est être très attentif à l'histoire, à l'anthropologie, pour ce qui concerne l'examen des cultures qui sont liées au français, à la linguistique, bien sûr, en tenant compte des variations de la langue française en fonction de la géographie, attentif aussi, les politistes nous le rappellent, à la dimension géopolitique de toutes ces questions. Moi, je voudrais, en retenant seulement 2 moments de cette histoire de la francophonie, suggérer que ce balancement entre rejet et appropriation a toujours existé. Le premier moment, je l'appelle le moment Senghor, du nom du premier président de la République du Sénégal, premier Africain à siéger à l'Académie française, et qui passe à juste titre Léopold Sédar Senghor pour l'auteur de la naissance, je dirais tout à l'heure, de la renaissance de l'idée francophone. En 1962, dans un numéro de la fameuse revue Esprit, qui s'appelait Le français langue vivante, Senghor a écrit un article intitulé « Le français langue de culture ». Et dans cet article, il évoque toute une série de raisons politiques et culturelles pour justifier l'usage du français hors de France et particulièrement en Afrique. Son argumentation emprunte essentiellement 2 voies. D'une part, la voie du réel, d'autre part, la voie des représentations des langues, ce que j'ai appelé, moi, dans un certain nombre de travaux, les idéologies linguistiques. Le réel, c'est la présence concrète du français, quand Senghor écrit, chez les élites africaines et particulièrement, dit-il, dans les médias. Et c'est un des sens d'ailleurs qu'il attribue à la notion de langue de culture, langue des élites intellectuelles et langue effectivement des médias. La deuxième voie, et c'est un autre sens de l'expression langue de culture, c'est quand Senghor se met à décliner, après tellement d'autres, les qualités qui sont supposées intrinsèques à cette langue. Par exemple, il dit la richesse du vocabulaire,
l'extension du lexique scientifique et technique, qui fait que le français a une capacité d'abstraction, ce sont ces termes. Il évoque la concision de la langue française, l'expression des nuances, le style aussi, avec les écrivains qui portent ce que Senghor appelle un humanisme français. Au fond, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans l'histoire des représentations du français et que moi j'appelle l'idéologie du génie de la langue française, puisque effectivement, depuis peut-être Du Bellay, en passant par Rivarol au XVIIIe siècle, ce thème a toujours été extrêmement présent, présent comme thème valorisant et présent comme thème évidemment à discuter. Mais j'ajoute que Senghor, dans cet article de 1962, affirme aussi la négritude, qui est un concept évidemment très important pour lui, et il plaide pour un enrichissement réciproque entre le français et les langues africaines dont d'ailleurs il évoque le lexique entre guillemets poétique, ce qui relève aussi de ses représentations des langues. Il repousse, et je trouve cela très intéressant, malgré son attachement au français, toute idée de hiérarchisation entre les langues. Et il a cette formule qui reprend d'ailleurs, Senghor n'en fait pas la référence directe, qui reprend une formule du grand linguiste Humboldt du 19e siècle. Cette formule est tout simplement « chaque langue peut exprimer toute l'âme humaine ». Et c'est évidemment un point très important dans ce contact qu'introduit Senghor entre le français et les langues africaines. Et on est bien avec lui dans ce moment que j'ai appelé le moment de l'appropriation, qui pourrait prendre la forme, dit-il, d'une culture franco-africaine qui… Enfin, je veux dire, ce trajet de Senghor fait beaucoup réfléchir parce que Senghor a appris à lire dans un livre qui s'appelle Mamadou et Bineta, qui est absolument emblématique de la pédagogie coloniale. Et il a appris à lire dans Mamadou et Bineta, il est allé au collège catholique, et puis il est venu en France, il est devenu l'intellectuel que l'on connaît, tout en restant un homme politique. Il a passé l'agrégation de grammaire, j'en passe, je veux dire, et des meilleurs sur le trajet de Senghor. Alors, pourquoi j'ai dit naissance et renaissance? Parce que Senghor a été décisif dans ce moment, dans les années effectivement 60, par rapport au terme francophonie, mais je dis renaissance parce que, et c'est ma deuxième halte, retour aux années 1880. Dans les années 1880, il y a un géographe français qui s'appelle Onésime Reclus, qui est né en 1837 et mort en 1916, qui est le frère d'ailleurs d'un autre éminent géographe, Élisée Reclus, ce qui prouve d'ailleurs, entre parenthèses, qu'il n'y a rien de plus fondamental que la géographie pour comprendre effectivement la diffusion d'une langue et la francophonie. C'est ce fameux Onésime Reclus qui invente le substantif francophonie et l'adjectif francophone. On peut se référer en particulier à un ouvrage de 1886 paru chez Hachette, très intéressant, qui s'appelle « France, Algérie et colonies ». Mention spéciale évidemment à l'Algérie, des années après la conquête française de 1830. Ce qui est intéressant avec Onésime Reclus et qui montre effectivement les contradictions qu'il peut y avoir avec la notion de francophonie, c'est que Reclus, c'est un anarchiste, c'est un sympathisant de la commune. On le situerait dans l'éventail actuel de la politique française à l'extrême gauche. Mais Reclus partage ce qu'on pourrait appeler l'expansionnisme colonial et le nationalisme de toute une partie du personnel politique de la Troisième République. On a du mal à se représenter aujourd'hui, et je crois qu'il est très important de se méfier de l'anachronisme,
on a du mal à se représenter ce que signifiait pour des hommes comme Jules Ferry ou Victor Hugo, ce que je mets le terme entre guillemets, ce que représentait la mission civilisatrice de la France. Ce sont des termes qui sont employés aussi bien par Ferry que par Hugo. Cette forme, je dirais, d'impérialisme républicain qui, selon Reclus, doit passer nécessairement par la langue. Je dirais d'ailleurs par la langue à l'intérieur et à l'extérieur. N'oublions pas à l'intérieur les hussards noirs de la République qui instruisent en français de très nombreux élèves, souvent allophones, dans nombre des provinces françaises. Et à l'intérieur, effectivement, ce problème de la diffusion du français se pose, et il se pose évidemment, je veux dire, à l'extérieur par définition, et en particulier dans ce qu'on appelle l'empire colonial. Selon Reclus, la diffusion du français doit permettre l'assimilation des peuples conquis. C'est pourquoi il attache une grande importance à la définition du francophone. C'est amusant de voir que Reclus, en 1880, commence à faire des calculs qui nous sont familiers aujourd'hui pour distinguer, par exemple, le nombre de francophones réels du nombre de francophones partiels. Ça, c'est la terminologie de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui fait des enquêtes et qui essaye effectivement de savoir ce qu'est le vrai francophone par rapport à un francophone plus ou moins incomplet, partiel, etc. Terminologie qu'on retrouve dans ce travaux, qu'on retrouve aussi d'ailleurs à propos des langues dans les travaux du Conseil de l'Europe. C'est tout le débat, par exemple, sur les compétences en langue du cadre européen commun de référence pour les langues et cette fameuse question des niveaux. C'est-à-dire, au fond, cette question qui est réellement francophone, comment peut-on effectivement affirmer que tel ou tel individu a cette dimension de francophone. Je ne vais pas m'attarder sur cette question, mais si je devais ouvrir une parenthèse, je n'ai pas trop le temps de l'ouvrir, je dirais qu'au fond, c'est une question, on le voit bien dans des enquêtes qui se posent en Israël. En Israël, il y a plusieurs centaines de milliers de francophones, pour toutes sortes, effectivement, de raisons. D'autres collègues ont étudié. C'est cela en Israël, David Mandelson, qui a publié 2 ouvrages chez l'Harmattan, Eliezer et Myriam Ben Raphaël, qui ont publié un très intéressant ouvrage en 2013 sur la sociologie des francophonies israéliennes. Et là, il serait intéressant, bien sûr, mais je vais refermer cette parenthèse, de voir effectivement cette francophonie d'Israël, qui est en partie une francophonie issue de l'Afrique du Nord, depuis la création de l'État en 1948, et après le moment de la décolonisation dans les années 60, les Juifs venus du Maroc, de Tunisie, dans une très moindre mesure de l'Algérie, pour des questions qu'on pourrait parfaitement expliciter, en particulier par le fait que les Juifs algériens étaient français depuis 1870, depuis le fameux décret Crémieux, dont on commémore le 150e anniversaire effectivement en 2020, et que donc c'est surtout la France qui a accueilli les Juifs algériens beaucoup plus qu'Israël. Alors, cette dimension, je dirais, d'une francophonie d'origine d'Afrique du Nord, à côté, en Israël, d'une francophonie, je dirais à la Senghor, d'une francophonie langue de culture dans un certain nombre des élites israéliennes. Voilà, c'était une petite parenthèse parce qu'on s'interroge toujours beaucoup dans tel ou tel pays sur la question que j'évoquais, c'est-à-dire voilà, qui est francophone, à partir de quelles compétences dans la langue étant francophone. Est-ce que quand on vient avec une langue, je veux dire, on l'oublie où elle reste vivante, dans le milieu familial, au bout de combien de générations, etc. Je crois que ce sont des questions, à mon sens, extrêmement intéressantes. Je referme cette parenthèse juste pour en revenir effectivement à mon propos, c'est-à-dire à ce moment Senghor et à ce moment Reclus.
hein, presque un siècle, effectivement, de différence, et avec cette idée, effectivement, qui est importante de la polarisation sur la langue, qui est assez typique des discours coloniaux que la réalité a souvent démenti, parce qu'il n'est absolument pas certain qu'on ait tant appris le français dans l'empire colonial. Mais je dirais que dans ce que j'ai appelé l'appropriation, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que une partie des colonisés, si on peut dire ainsi, s'est approprié le français. L'écrivain algérien Kateb Yassine a immortalisé dans une expression cette forme de revanche linguistique quand il a dit « Pour nous, le français, c'est un butin de guerre ». Et effectivement, le fait d'avoir légué cette langue française, je veux dire, à un certain nombre d'écrivains non français qui se sont mis à écrire en français et qu'on retrouve bien sûr dans ce qu'on appelle les littératures francophones, est effectivement un élément absolument déterminant. Une appropriation, effectivement, je dirais, par un curieux renversement, aujourd'hui, l'appropriation culturelle désigne effectivement le mouvement inverse, c'est-à-dire le mouvement par lequel les sociétés occidentales s'approprient les attributs et les œuvres des sociétés dominées ou anciennement colonisées. Tout le monde a vu surgir effectivement ces débats entre une forme de légitimité et pour moi une forme d'absurdité. La forme d'absurdité étant au fond, en gros, de dire comment, si vous êtes blanc, vous ne pouvez pas écrire sur les noirs. Je donne cet exemple parmi des milliers d'autres dans ce climat, je veux dire, idéologique qui n'est pas, à mon sens, extrêmement sain. J'ajoute que dans ces dernières années, les discussions et les disputes autour de la francophonie n'ont pas vraiment cessé, en particulier chez les littéraires, chez les écrivains et chez les linguistes. Mais ces discussions reflètent simplement les ambiguïtés, je dirais, des discours d'origine tels qu'on les trouve chez Reclus et chez Senghor, et qu'il y a donc effectivement une machine à débat qui s'est mise en route et qui continue. Je ne peux pas parler de l'ensemble de ces réactions, peut-être évoquer un tout petit florilège de ces réactions. Par exemple, Tahar Benjeloun, grand écrivain marocain, en 2008, déclare « La notion de francophonie m'est antipathique ». Alors on lui demande pourquoi. Il dit « Mais c'est bizarre parce que on ne parle pas le francophone et on n'écrit pas le francophone ». Et c'est vrai que c'est quelque chose qui devrait nous inciter, je veux dire, à réfléchir par rapport à la dimension linguistique. D'ailleurs, en 2008, je crois que nous étions au congrès à Montréal, je crois, un congrès de la FIPF, le camarade Bernard Cerchilini a discuté cette expression identité linguistique francophone. Il a dit, c'est un pléonasme, c'est une évidence, mais c'est aussi un paradoxe. Pourquoi un paradoxe? Parce qu'elle renverrait à une représentation complètement homogénéisante de la langue française qui ne correspond pas du tout au réel, et même pas en France. Il avait évoqué la question des langues régionales, en particulier pour dire la pluralité linguistique de la France, même si, comme il est écrit dans la Constitution, le français est la langue de la République. Et ce n'est pas la même chose. Et il avait dit d'ailleurs, Cerchilini, en matière de provocation, que cette identité linguistique francophone serait peut-être, je le cite, l'amour de l'imparfait et le respect absolu de l'accord du participe passé. C'est une boutade, c'est une forme effectivement de provocation, mais qui dit quelque chose de vrai. C'est que nous, les francophones, nous n'avons pas seulement le français en commun, mais nous avons aussi en commun toutes ces représentations, toutes ces idéologies qui accompagnent notre langue française, dont d'ailleurs le purisme
puisqu'on parle de participe passé et d'imparfait du subjonctif, ce purisme qui n'aide pas toujours à la diffusion de notre langue dans le monde. Certains linguistes ont adopté des positions radicalement polémiques. Pierre Achard, en 1982, écrit un article tout simplement intitulé « En finir avec la francophonie ». Et c'est la même critique qui revient, c'est-à-dire une forme de surdité à la variation langagière et une critique de la centralisation étatique du français à Paris. En 2010, une autre linguiste, Cécile Canu, écrit un article tout aussi sloganesque, si je puis dire. Il s'appelle « À bas la francophonie », où elle met en évidence ce fameux trajet qui mène de la mission civilisatrice du français en Afrique à la mise en discours post-colonial. Elle pointe d'ailleurs cette même polarisation dont nous avons parlé entre, d'une part, des responsables institutionnels africains, des élites qui sont attachées aux Français, pour qui le français est la langue de la scolarisation, la langue de l'administration, et d'autre part, des discours inspirés de ce qu'on pourrait appeler les post-colonial studies, les études post-coloniales, qui récusent le français dans ces sociétés en tant qu'il serait un symbole d'assujettissement et de destruction des cultures africaines. Vous voyez, et je vais conclure, dans toutes ces oppositions, débats et polémiques, je ne crois pas qu'il y ait une sortie œcuménique entre ces options. Mais notre travail à nous, les chercheurs, ce n'est pas de prendre une position politique de tel ou tel bord, c'est plutôt de chercher comment ces discours se sont continués et se sont constitués puis poursuivis, de pointer les incohérences ou les cohérences, les contradictions de l'ensemble de ces discours. Il est bon de savoir, je pense, qu'il existe des débats passionnés autour de la francophonie. Et c'est normal, parce que quand il est question des langues et des cultures, il y a toujours cette intervention des représentations, des attachements, des identités, des subjectivités qui traversent l'ensemble de ces débats. L'ensemble de ces débats n'empêche pas les réalités objectives, c'est-à-dire celle de la présence de la langue française dans le monde, qui est une de ces réalités objectives. Voilà, ces débats qui prennent parfois l'allure de polémiques très fortes existent partout, dans la francophonie et sans doute aussi dans la francophilie, un peu partout, y compris en Israël, même si effectivement nous ne sommes pas dans le cas typique d'un pays francophone, je veux dire au sens où on a parlé de la francophonie tout à l'heure, et en particulier de la francophonie institutionnelle. Voilà, chers amis et collègues, les quelques réflexions que je voulais partager avec vous concernant cette entité qu'est la francophonie, que nous essayons tous de faire vivre et qu'en même temps nous essayons toujours tous de discuter. Merci. Merci Jean-Louis, merci pour cette belle performance que tu viens d'accomplir. C'est un véritable tour de force que d'avoir balayé l'axe diachronique de 1880 à nos jours et surtout d'avoir été dans les tréfonds de notions essentielles. Bien, tu as parlé bien entendu des pères fondateurs et ça c'est essentiel pour savoir d'où l'on vient et où l'on va, mais surtout de considérations géolinguistiques. C'est vrai que la géographie est au cœur de la diffusion. Considération aussi des mots linguistiques, la quantité, ça c'est le comptage, n'est-ce pas? Idéologique aussi, et Dieu sait s'il y en a, notamment avec l'identité francophone. Et surtout, j'ai beaucoup apprécié, mais ça, je savais que tu allais le faire, parce que tu es un amoureux d'Israël, tu as su contextualiser ton propos, pas simplement sur la… J'avais bien calculé mon coup, donc je savais que tu allais te pencher sur la francophonie en Israël et j'espère pouvoir prolonger en dehors de cette conférence cette réflexion parce que, bon, tu sais que j'en suis en charge et que c'est quelque chose sur laquelle on m'attend quelque part. Voilà.
Moi, je voudrais revenir, enfin, si je peux me permettre, il y a des questions, hein, mais si je peux me permettre de poser la première, c'est que j'avais été fasciné par un de tes articles que je n'ai jamais retrouvé, je ne sais pas pourquoi. On en avait parlé à Montréal et puis une autre fois au Brésil. C'est le rapport langue-culture où tu nous non, c'était Atlanta. Et tu nous avais expliqué remarquablement que, en fait, une langue pouvait exprimer plusieurs cultures et l'inverse aussi. Voilà. Est-ce que tu peux me rappeler ça et puis pour me remercier de t'avoir invité, me l'envoyer si tu le retrouves, cet article. Je te donnerai des éléments. C'est vrai que c'est un thème que j'ai repris plusieurs fois. En un mot, ce thème partait d'une réflexion, je dirais, quasi professionnelle. Quand je suis arrivé à l'université Paris 3, le doctorat s'intitulait Doctorat de didactologie des langues, trait d'union, culture. Et j'avais voulu discuter ce trait d'union parce que je pensais qu'il était un peu trop univoque, qu'en mettant un trait d'union entre langue et culture, on supposait justement qu'à une langue correspondait à une culture et qu'une culture correspondait à une langue. Et nous savons très bien tous, y compris à travers la francophonie, que c'est empiriquement contestable. Évidemment que le français est attaché à diverses cultures. Il est attaché à la culture française, il est attaché aux cultures suisses, belges, québécoises, canadiennes d'ailleurs, en général, à toutes les cultures africaines et à combien d'autres. Voilà. Bien sûr. Et inversement, j'avais fait la remarque suivante, c'est que il peut y avoir entre les cultures des proximités fortes, alors que ces cultures ne partagent pas la même langue. Et pour moi, l'exemple qui m'est venu tout de suite à l'esprit, c'est l'exemple de ce qu'on pourrait appeler la culture méditerranéenne. Parce que, oui, il y a des proximités entre les cultures de la Méditerranée, alors qu'on peut y parler hébreu, français, espagnol, portugais, arabe, évidemment. Et donc, je pense que, à la fois, quand on parle des langues, on ne peut pas ne pas parler de culture, mais en même temps, faisons attention de ne pas transmettre une vision trop réductrice de ce rapport entre langue et culture. Voilà, qui en tout cas pour la francophonie ne correspond pas au réel. Merci. Une transition avec une question de César Martinez qui te demande, peut-on dire qu'aujourd'hui le thème francophonie fait référence surtout aux personnes qui peuvent communiquer en français? Oui, je veux dire, c'est compliqué parce que il y a les pays, les États, les communautés, d'un côté, avec tout le débat sur la francophonie institutionnelle, et d'autre part, il y a les individus. Et effectivement, un individu qui peut communiquer en français, naturellement, que je considère que c'est un individu francophone, c'est évident. Mais nous savons bien aujourd'hui, j'ai essayé de le rappeler, qu'après, bon, le degré, effectivement, de compétences dans la communication, la maîtrise de la lecture ou de l'écriture en français, etc. Tout ça fait qu'on a affaire à une grande complexité, je veux dire, du point de vue des compétences. Mais partout dans le monde, je parle des individus, on trouve des francophones qui parfois connaissent mieux le français que les natifs. Ça m'a tellement frappé dans tellement d'endroits dans le monde. Hein. Et donc, je ne sais pas de quel pays est originaire notre interlocuteur, mais… César Martinez, très probablement Espagne ou Amérique latine, mais encore que, on ne sait pas. On ne sait pas. On continue sur l'échiquier planétaire avec une question qui arrive du Mozambique, de Maputo, donc avec Argentino Magul, qui nous pose la question suivante. Merci pour cette belle intervention, le professeur Jean-Louis Schist. J'aimerais mieux comprendre la distinction que vous faites entre francophone réel versus francophone partiel que vous avez évoqué. Bon, effectivement, c'est directement en relation avec la question précédente, parce qu'au fond, où mettons exactement la barre pour dire que quelqu'un est francophone par rapport à la question de ses compétences? On sait bien que dans l'usage d'une langue, on a tous des compétences plus ou moins partielles. On peut comprendre, mais on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire dans la langue en question. Inversement, parce que l'inverse est vrai, je crois que par rapport à la manière d'apprendre le français dans un certain nombre de pays, ça m'avait frappé par exemple beaucoup dans les pays de l'Est européen,
où nous avions affaire à de parfaits francophones dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture, et à des francophones, disons, plus en difficulté ou plus partiels dans le domaine de la communication, par exemple, de la communication orale. À tel point que, bon, que tout le monde connaît cette boutade, qu'on avait tendance à leur dire « vous parlez comme des livres ». Ben oui, parce qu'ils écrivaient et ils lisaient parfaitement, mais ils n'avaient pas le caractère naturel ou spontané de la conversation entre natifs. Donc, je crois que, disons, cette échelle, il faut que nous la considérions de plus en plus. Et je pensais justement aux travaux du Conseil de l'Europe, au CECR, etc. Si on a commencé à travailler sur ces niveaux de certification, de A1 à C2, etc., c'est parce que c'est quand même une question pour les langues, hein, de savoir où on se trouve, je veux dire, à l'intérieur de cette échelle. Bon, voilà, moi, c'est la réponse que je peux apporter. Maintenant, les termes ne sont peut-être pas très bien choisis. Hein. D'accord. Les termes de l'OIF. Hein, bien sûr, bien sûr. Bon. On connaît. Les questions fusent et continuent. Je ne sais pas si on va pouvoir, parce que là, tu as gagné à l'applaudimètre et à l'audimat. Alors, merci, professeur, pour la réflexion. À quoi peut-on attribuer la conception ambivalente que révèle par moment la vision de la francophonie, à savoir le rejet et l'adoption? Ouais. Croyez-vous qu'il existe une éthique de la diversité au sein de la francophonie? Comment se traduit-elle? Merci. Alors, je crois avoir dit que dès les origines de cette notion de francophonie, il y a un certain nombre d'ambiguïtés et que ces ambiguïtés se traduisent, j'ai employé ces deux mots, parfois par l'adhésion, l'appropriation et parfois par le rejet ou un certain recul critique. Je pense qu'on ne peut pas répondre à ces questions si on fait abstraction de l'histoire et en particulier de l'histoire de la colonisation, qui me semble un point effectivement très, très important pour ce qui concerne la France. Mais sans doute pas que pour la France. Je veux dire, il y a une colonisation belge qui s'exerce aussi en France et en Afrique. Et puis, les problèmes, je l'ai dit, ne me semblent pas se poser de la même manière dans les différentes phonies. De ce point de vue, ça me semble être des choses différentes. Oui, la francophonie fait partie de tous ces débats effectivement idéologiques sur la question des langues et des cultures, du rapport que l'on a avec telle ou telle langue ou telle autre culture. Bon, et je pense que sans histoire et sans connaissance géopolitique, on ne peut émettre que des opinions sur cette question. Voilà. Bien sûr. Il faut chercher. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, merci pour ces précisions. Une autre précision, César Martinez est colombien. Il fait savoir donc, que tu as été interrogé depuis les 5 continents. C'est très bien. Je vous propose peut-être d'en rester là, sauf s'il y a encore des questions qui apparaissent dans le chat ou sur le côté. Mais en tout cas, merci Jean-Louis d'avoir, je le répète, réalisé ce tour de force. Nous nous sommes promis de t'inviter en Israël, mais physiquement, pas numériquement. Oui, avec plaisir. Voilà, parce que je sais que tu tiens beaucoup à ce pays qui t'est cher. Oui. Et voilà. Puis, et puis au beau jour, quand nous en France, nous serons déconfinés. Voilà. Eh bien, écoute, j'en prends l'engagement pour très probablement, comme nous l'avions laissé entendre, pour le Congrès national des professeurs de français. Ah oui. Et nous en profiterons aussi pour travailler la francophonie israélienne et l'étudier d'un point de vue d'un objet scientifique et pas simplement d'un strict point de vue diachronique ou démolinguistique, parce que tu vas découvrir des choses extraordinaires. Hein, et vraiment, c'est un pays francophone à sa manière, hein, et qui mérite vraiment tout le respect dans la sphère francophone et même l'adhésion, hein, je l'espère un jour, ou du moins avant la fin de mon mandat. Oui. Avant la fin de ton mandat, c'est pas sûr, mais la géopolitique peut-être est tellement complexe. Voilà, on y travaille avec Jean-Jacques Pierrat qui va maintenant prononcer le discours du bilan scientifique. C'est une question récurrente. On a toujours de nombreux appels de notables, mais pas simplement, hein, de responsables israéliens qui font pression pour nous dire, voilà, nous, à juste titre, on n'est pas moins francophone que le Mali, par exemple, et on mériterait
bien sûr. abstraction faite de la géopolitique et des Oui, ennuis circonvoisins. Mais c'est vrai que c'est un pays francophone dans les faits, voilà, voilà, non, mais je l'ai éprouvé plusieurs fois. voilà. Euh, avec des chauffeurs de taxi à Tel Aviv, sur une plage à Netanya, ben, je l'ai éprouvé plusieurs fois. Bon, ben écoute, on termine sur ce Merci, projet je vais 2021. écouter monsieur le conseiller culturel. Bien sûr. Voilà. Et on va maintenant donc donner la parole à Jean-Jacques Pirard, le conseiller de coopération et d'action culturelle auprès de l'ambassade de France et directeur de l'Institut français, qui va faire le bilan de cette journée, hein, n'est-ce pas? Une journée très, très lourde, riche en échanges. Et sans plus tarder, je lui passe la parole. Jean-Jacques, la parole est à toi. Merci beaucoup Serge, merci professeur Schiess. Et j'espère vraiment, comme le dit Serge, vous accueillir très prochainement à Tel Aviv. Ce sera vraiment avec un très grand plaisir. Et également, comme le disait Serge, à l'applaudimètre, et je suivais le chat en permanence et je regardais un petit peu toutes les réactions. Donc Serge a filtré les questions, mais il y avait aussi toutes les réactions indiquant que les personnes connectées appréciaient vraiment votre intervention. Donc, merci pour cette passionnante conférence de clôture. Je voudrais dresser, effectivement, comme l'a dit Serge, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ont suivi une grande partie de ces débats et je pense que 10 heures de conférence, c'est assez long. Simplement pour revenir sur votre conférence, professeur Schiess, votre éclairage sur la francophonie nous aura permis d'explorer les différentes facettes de cette réalité, à la fois institutionnelle, mais aussi linguistique, dans des domaines aussi riches et variés. On en parlait de la géopolitique, la culture, la littérature, ainsi que celle plus générale de l'éducation. Et c'est le sujet de cette journée qui est consacrée à nos professeurs de français. À n'en point douter, vos réflexions et vos analyses nous ouvrent désormais de nombreux horizons, y compris dans le cadre de notre action de diplomatie d'influence en Israël et dans le monde. Elle synthétise remarquablement les différents pans de la recherche en didactique des langues qui se sont exprimés tout au long de cette journée et sur laquelle je vous propose à présent de revenir pour me livrer, donc je le disais tout à l'heure, un bref bilan. Je vais être relativement court et bien sûr, Serge pourra le compléter s'il le souhaite. Alors, le thème de cette journée, vous le savez, professeur Schiess, était Israël mondialement fleu. D'ailleurs, vous l'avez au niveau du fond d'écran. Ouvrons l'éducation au numérique, puisqu'en fait, le numérique a pris une place très, très importante dans notre vie de tous les jours et sûrement aussi de façon un peu obligatoire hein, avec cette crise du Covid qui a frappé le monde entier. Et c'est les nouveaux liens, les nouvelles pratiques dans ce cadre-là. Et donc, ce thème aurait donc été riche et porteur, puisqu'en fait, on a eu, ça je le rappelais tout à l'heure, environ 40 pays qui ont répondu présent à cet appel à communication, avec une centaine de participants. Donc, c'est une réussite. Et on avait dans l'après-midi 4 communications en simultané. Et donc, c'est là, je dirais, un tour de force pour le numérique, pas grâce au numérique, je dirais, parce qu'en fait, on n'aurait pas pu imaginer une conférence de ce type-là sans ces outils qui ont été mis à disposition, qui existaient déjà, mais qui se sont amplifiés avec cette crise. Et donc, ça nous a permis de faire un tour du monde. Hein, on l'a vu, on est allé de l'Argentine au Japon, des États-Unis à la Chine, de l'Allemagne au Brésil, du Togo au Vietnam, pour faire ce tour du monde rapidement. C'est 10 heures de communication, je le disais tout à l'heure, avec un mode synchrone et asynchrone, et sur des thématiques qui, tout en plaçant évidemment le professeur de français au centre des débats, puisqu'il s'agissait de leur journée, ont également permis d'aborder les thématiques suivantes. Donc, la première thématique, c'est la dynamique institutionnelle, qui fait la richesse de ce temps fort, où la dimension numérique aurait été explorée dans ses multiples potentialités. Le deuxième point, ce sont les politiques linguistiques et éducatives qui, par le biais d'approches comparatives, nous ont permis de dégager différentes typologies d'intervention et d'aménagement linguistique, avec une place accordée à l'enseignement des langues vivantes, au plurilinguisme et bien sûr à la francophonie, vous l'avez largement adressé. Le dernier point, le troisième point, c'est la didactique du français langue étrangère, des communications sur les techniques d'enseignement, sur l'apprentissage de l'oralité,
de la grammaire, du lexique, de la littérature, de la civilisation avec le numérique comme fil conducteur transversal. Alors, pour terminer, évidemment, il me revient de remercier, je pense que c'est important, évidemment, tous les acteurs de la francophonie en Israël et dans le monde, sans lequel ce colloque mondial n'aurait pas pu se réaliser. Et en espérant évidemment une autre édition, une deuxième édition de cette journée, une troisième, puisqu'en fait, on est déjà à la deuxième, et on espère que cette troisième pourra avoir peut-être l'ampleur de celle-là, mais en tout cas consolider tout ce qui a été réalisé pendant cette édition. Alors, je voudrais bien sûr remercier les personnes à qui cette journée était consacrée, donc évidemment tous les professeurs de français, tous ceux évidemment qui sont en Israël, mais tous ceux aussi qui nous ont rejoints dans le monde entier. Et je pense particulièrement à notre réseau des instituts français dans le monde, et en particulier celui en Israël, puisque comme vous le savez, nous avons nous aussi des professeurs, et j'ai regardé, en regardant la liste des personnes qui s'étaient connectées, j'ai vu que certains de nos professeurs de français dans les instituts français se sont connectés. J'aimerais les remercier pour leur travail, pour le travail qu'ils font au sein de l'Institut français. Merci à la Fédération internationale des professeurs de français, donc son secrétaire général, M. Marc Boisson. Merci également, je dirais, à la présidente de l'Association des professeurs de français d'Israël. Je crois que Myriam, je pense, est connectée, peut-être encore, Myriam Rosenbaum. Merci également à un représentant du ministère israélien de l'Éducation, donc M. Moshe Zafrani, l'inspecteur général pour les langues vivantes, et Mme Doris Ovadia-Cohen, l'inspectrice générale de français. Et évidemment, je n'oublie pas aussi les autres réseaux qui font la force, la richesse de notre action. Le réseau Flamme, bien sûr, avec Lodi Harari, je crois qu'elle était connectée tout à l'heure. Les départements de français des universités israéliennes, je crois que Nadine Couper-Titsour et Galia Yanoshevsky de Bar-Ilan étaient présentes. Et enfin, pour terminer, et pour ne pas être trop long, je voudrais un grand merci à évidemment mon équipe, enfin l'équipe de Serge, bien sûr, Serge en premier, mais également Marion qui a fait un énorme travail, Evelyne et Florine qui ont assisté Serge tout au long de cette journée et surtout pendant tous les mois de préparation pour cette journée. Et un petit clin d'œil aussi au service de la communication, parce que évidemment, quand on fait un événement comme ça, il faut communiquer. Et évidemment, je fais un petit clin d'œil à Anne-Sophie, la responsable de notre service de communication, qui a fait d'ailleurs tout ce visuel que vous connaissez maintenant. Et voilà, donc merci à toutes et à tous. Et je vous dis à l'année prochaine. Peut-être Serge, si tu veux dire le mot de la fin. Je te laisse. Bon, merci à toi, Jean-Jacques, de nous avoir permis de réaliser ce grand temps fort planétaire, hein, parce que sans ton aide agissante, je le dis tout le temps et je l'écrirai, je l'ai déjà écrit, hein, sans ton aide agissante, le secteur éducatif ne serait pas ce qu'il est. Donc, un grand merci à toi. Et ensuite, pour cette brillante et passionnante synthèse que tu nous as fait là en quelques minutes. Il me reste donc l'ultime, peut-être pas le dernier, mais peut-être l'ultime mot. Hein. Qu'est-ce que je peux te dire, Jean-Louis? Shalom, n'est-ce pas? Shalom. Et puis, je ne vais pas te dire l'an prochain à Jérusalem, mais l'an prochain à Tel Aviv. D'accord? Ouais. Voilà. Merci, Serge. Merci, Monsieur Pierrat. À bientôt. Merci. Excellente soirée à tous et merci à la cinquantaine de participants et même au-delà, sur tous les 5 continents qui nous ont suivis et qui ont suivi avec intérêt ta brillante conférence. Bonsoir à tous et bonne nuit sur le Proche-Orient et de par le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir.